Cette semaine, ce sont Ariane Ascaride, Samuel Blumenfeld, Olivier Nakache et Thomas Lilti qui nous ouvrent leur boîte magique, celle qui contient ces moments de cinéma qui ont pu influencer toute leur vie. Avec quel acteur du cinéma classique vous auriez aimé jouer parce que vous pressentez qu'il aurait pu emmener votre jeu plus loin? Jean Gabin. Parce que je suis très amoureuse de Jean Gabin et parce que Jean Gabin a proposé à son époque un jeu d'une modernité inimaginable. Alors attention Ariane Ascaride, si vous me dites Jean Gabin, forcément je vais vous demander quel Jean Gabin? Jean Gabin, en fait Jean Gabin, d'abord le Jean Gabin d'avant-guerre. Ah oui, c'est ça, le Jean Gabin de la grande du jour illusion, se lève, de la grande illusion, voilà. de la belle équipe et tout ça. De la belle équipe aussi. Voilà. Voilà, ce Jean Gabin-là m'intéresse profondément parce que il change fondamentalement la manière de jouer de tous les acteurs après. Donc vous auriez... Le Jean Gabin dans Un singe en hiver, c'est ça aussi qui est formidable parce que d'un coup il se retrouve avec un jeune gars qui s'appelle Jean-Paul Belmondo qui est l'égérie de la nouvelle vague quand même. Et là, ils jouent tous les deux ensemble et vous sentez qu'il y a un plaisir. Parce qu'il faut quand même jamais oublier que les acteurs, il y a aussi... On joue. Vous voyez, en français, en italien, il y a deux mots pour parler de ça. C'est giocare, jouer comme un enfant, recitare, pour jouer comme un acteur. Nous, on n'a qu'un mot. Et le langage, c'est toujours très important. Le verbe est important. Nous, on n'a qu'un mot, c'est jouer. Donc, si vous voulez, c'est tout ce mélange. On joue comme un enfant et en même temps, on travaille. Et où c'est génial, c'est dans Un singe en hiver, qui est un de mes films cultes, comment ces deux acteurs qui ont, 40 ans de différence, partent ensemble et s'amusent comme des fous, quoi, quand même, parce qu'ils s'amusent, ça se voit, et c'est ça qui fait qu'on aime aussi ce film-là, en dehors du scénario, en dehors de la réalisation formidable de Verneuil. Allez, on rentre à la caserne. Allez, Claire et moi t'avons invité. T'occupe, la Bleusac, j'ai touché mon arriéré de solde, alors, hein. T'en payes avec un billet de train? Tiens, je te donne l'aller et je garde le retour. Allez, fais-en autant. Je peux pas. T'as pas confiance? J'ai pas de billet. Ah, bah alors là, t'as tort. Faut toujours avoir un billet. Au cas, tu comprends, au cas. Si tu crois m'apprendre. Passer ma vie à faire des allers-retours. Instable, on appelle ça. Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein. Allez, viens. Est-ce que c'est une facilité de faire et de dire qu'il y a un avant et un après Brando? Il y a effectivement un avant, on va dire un tramway nommé Désir, et un après. Alors, bien évidemment, il n'y a pas un acteur qui bouleverse à lui tout seul l'art dramatique. Mais on peut dire que la masculinité ambiguë et violente, patente, affichée par Brando, rompt clairement avec l'image masculine à Hollywood et ailleurs de la guerre, quoi, de l'époque de la fin des années 40, c'est clair. Est-ce qu'il y a un film classique qui vous a fait prendre conscience d'une réalité que vous n'imaginiez pas? Il y a Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. C'est un film, je me rappelle, où on découvre cette réalité-là de comment, à cette époque-là, on traite la folie, la bizarrerie, la différence et comment on gère ces gens-là en les enfermant dans ces asiles psychiatriques là, où on est vraiment dans le dur. Ils ont tourné dans le vrai asile psychiatrique. L'homme qui joue le rôle du patron, du directeur de cet asile, c'est le vrai directeur de l'asile qui joue son propre rôle. Et c'est vrai que ce film, je me suis posé beaucoup de questions, je me rappelle quand j'ai vu ce film-là, qui m'a beaucoup marqué. Koufax kicks. He delivers. It's up the middle, it's a base hit. Richardson is rounding first, he's going for second. The ball's in the deep right center. Davison over in the corner, cut the ball off. Here comes the throw, Richardson rounding first, he goes into second, he's tied, he's in there, he's safe. It's a double, he's in there, Martin. Look at Richardson, he's on second base. Koufax is in big fucking trouble. Big trouble, baby. All right, here's Tresh as the next batter. Tresh looks in, Koufax. Koufax gets the signs from Roseboro. He kicks once, he pumps, he fires. It's a strike. Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes with the next pitch. Tresh swings. It's a long fly ball to deep left center. It's going. It's going. Quand même, c'est Michael Douglas qui est le producteur de ce film-là.
qui a acheté les droits d'une pièce que jouait son père, et il a trouvé personne à Hollywood qui a voulu le réaliser. Et il s'est dit, ok, on va faire un film américain, mais européen. On va aller chercher, c'est là-bas. J'ai là-bas que je trouverai le mec pour faire ça. Et il a trouvé évidemment Milos Forman, et c'est comme ça qu'il a pu faire ce film. Ouais. Le cinéma a souvent mis des personnages de médecins à l'écran. Dès les années 20, il y a le cabinet du docteur Caligari. Moi, je me souviens d'un film que j'aime particulièrement de David Lean qui s'appelle Brève rencontre, où il met en scène un médecin. Il y a eu plus proche de nous La maladie de Saxe. Je vois Polanski présent dans notre bibliothèque. Il y avait Frantic déjà à l'époque. Est-ce que vous en avez vu de ces films qui mettent en scène des médecins? Oui, j'en ai vu quelques-uns, pas tant que ça finalement, parce que faisant mes études de médecine, devenu médecin, j'étais pas finalement si friand que ça de films sur la médecine. C'est pas spécialement ceux que j'ai vus, mais c'est vrai qu'il y en a certains. On n'a pas cité, il y a Barberousse de Kurosawa. Alors ça c'est important. Ça, c'est un film quand même important parce que tout le monde l'a un peu oublié, ce film je sais pas. Moi, c'est un film qui m'a toujours accompagné, même je pense avant d'avoir fait mes études de médecine. Pour resituer, donc c'est le 19e siècle, au Japon, c'est un jeune médecin un peu arriviste, etc., qui se retrouve en poste dans un dispensaire tenu par un médecin d'expérience extrêmement humain, et c'est au contact de ce médecin qui va finalement peut-être comprendre quelque chose de son métier. Donc c'est un très, 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 très grand film. Akahige da. Honmyou wa hita o kami sou na namae de na. Niide Kyojo. Omae wa kyou kara minarai toshite koko e tsumeru. Shikashi watashi wa... Shikashi matte kudasai. Watashi wa tada chichi kara koko e kao o dasu to iwareta dake. Omae wa kyou kara koko e tsumeru. Sore kara J'aime beaucoup les duos au cinéma et je n'ai quasiment écrit que des duos, et là c'est vraiment le cas, c'est un apprenti et son maître finalement. Et en plus du grand film de cinéma que ça peut être, c'est aussi un film sur la médecine réellement. Qu'est-ce que c'est que le soin, qu'est-ce que c'est que soigner les gens, c'est quoi cet échange entre le malade et le médecin? Qu'est-ce que le malade reçoit du médecin? Évidemment, un soin, mais qu'est-ce que le médecin reçoit du malade? Moi, j'ai toujours pensé que le médecin reçoit autant qu'il donne. Il est question de cinéma italien avec ce dictionnaire un peu particulier puisqu'il retrace une histoire de l'Italie, du cinéma italien entre 1922 et 1945. Parce que oui, avant Fellini, avant Visconti, avant Rossellini, il y a eu des pionniers du cinéma transalpin et forcément, vous l'avez annoncé, moi j'y ai vu des similitudes dans l'intensité de jeu, dans ce que peut être la vérité. C'est Anna Magnani. En quoi l'ascendance de Magnani existe en vous? Un jour, elle a dit, j'adore ça, elle a dit, ne cachez pas mes rides, j'ai mis tellement d'années à les avoir. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est-à-dire que c'est une femme qui s'acceptait totalement comme elle était et qui se foutait d'être dans la représentation charismatique. Mais il y a chez Anna Magnani, elle transporte avec elle tout un monde qui est le monde de la rue, qui est le monde de tous ceux qu'on croise tous les jours et qui n'est assez peu représenté au cinéma, dans le cinéma mondial. Elle, quand elle arrive avec cette force-là et elle montre la dignité et la beauté, la grande beauté de ces femmes-là. Ah stupido, all'età tua l'unica donna che devi avere è tua madre. Ce lo sai, sì. Lasciare perdere le donne. C'ha il cervello troppo piccolo per capire che sono le donne. Sono tutte zozze. Una peggio dell'altra. L'hai capita, sì? E se non l'hai capita te lo faccio capire io. On s'arrête sur ce seul et unique film réalisé par Brando. C'est un western très particulier, psychologique, qui met en scène... Psychanalytique, si vous voulez, Samuel, qui met en scène donc un personnage, Longworth, qu'on appelle Dad, qui fait route commune avec Rio, Marlon Brando, qu'on appelle le Kid. Et effectivement, tout le film, Dad humilie le Kid. C'est la parabole de ce qu'a été la jeunesse de Brando.
I'm going to teach you a lesson you'll never forget. Your gun days are over. On time. Ephraim, bring the horses here. La jeunesse de Brando, en plus, c'est donc une mère alcoolique, un père qui lui tape dessus régulièrement, un père qui a été élevé dans une école militaire, et Brando également qui a été élevé dans une école militaire. Ces simples points biographiques permettent de comprendre plein de choses. Et surtout permettent de comprendre que dès La vengeance aux deux visages, et ensuite, à chaque fois que Brando s'intéresse au film qu'il tourne, ce qui n'est quand même pas toujours le cas, mais dès qu'il s'intéresse au film qu'il tourne, donc La vengeance aux deux visages, puis à la fin des années 60, Reflet dans un œil d'or, Apocalypse Now, dès qu'il s'implique dans un film, Le dernier tango à Paris évidemment, eh bien c'est pour parler de lui à la première personne. Brando est quelqu'un qui ne parlait jamais aux journalistes, ou alors c'était pour parler de politique, mais en revanche, il s'abstenait de parler et de sa vie et de ses films. Mais en revanche, ce n'était pas la peine de lui parler, puisqu'en fait, il disait tout dans ses films. On a un Brando qui distille, en fait, ce passé d'enfant battu, tout simplement. Chez quel réalisateur classique vous retrouvez un petit peu de cette réalité sociale qui serait accompagnée d'une fibre romanesque? Parce qu'il y a quand même du romanesque chez vous. Elia Kazan, qui est un cinéaste qui m'a beaucoup touché, beaucoup apporté. Je pense par exemple La fièvre dans le sang, Splendor in the Grass, je le dis très très mal mais en anglais. Ce film avec Warren Beatty et Natalie Wood, que j'aime beaucoup parce que c'est un film qui n'a de sens que si on le remet dans son contexte, qui est après la crise de 29. Profondément, c'est un film qui est historique, qui est censé se passer juste après la crise de 29. C'est indispensable pour que l'histoire se déroule et soit intelligible et qu'on la comprenne, de la situer dans son époque. Et en même temps, qu'est-ce que c'est ? C'est un énorme mélo, pour moi, que je trouve totalement bouleversant, entre donc, ces deux personnages très très jeunes, qui n'appartiennent pas aux mêmes couches sociales et qui vont être de toute façon amenés à être séparés et qui sont extrêmement jeunes. C'est ça la particularité, puisqu'ils ont tous les deux 18 ans, quoi, grosso modo. Hi. How are you, Denny? All right, I guess. I don't know. Et qui vont dire tout ce que sont les valeurs de l'Amérique hypocrite et puritaine à l'époque. Je crois que mes films, qu'on les aime pas, qu'ils soient réussis ou pas réussis, je crois qu'en tout cas, moi, il y a toujours ce souci derrière la dimension politique, la dimension, entre guillemets, que certains définiront comme documentaire. Il y a avant tout, pour moi, l'envie de divertir et le souci du romanesque. Vous êtes la mère de 2 filles avec qui vous avez une relation où la littérature est très présente. Quel film classique vous pourriez leur transmettre qui dit quelque chose de vous, qui serait une forme de témoignage de ce que vous êtes ? Alors, c'est un film et un livre. Ah. Et c'est un film de John Ford. Et c'est un film qui s'appelle « Qu'elle était verte, ma vallée ». Oh. Qu'est-ce que ça dit de vous, Ariel ? Mon amour de ceux qui n'ont rien d'extraordinaire, qui ont une immense dignité, le sens de la famille, le sens de l'effort, du travail, le sens de la solidarité, le sens de l'amitié. Voilà. C'est magnifique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand moment, un autre best-of.